Quels sont les jeux qui cartonnent sur Kickstarter et quels sont les nouveaux jeux sur Kickstarter? Restez avec nous dans le nouveau Kick Parade. Bonjour à toutes et à tous, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors on va juste tout de suite donner une précision parce que le top 10 cette semaine est assez similaire à celui de la semaine dernière à part de nouveautés. Donc on va en profiter pour faire un focus sur les nouveautés de la semaine hors top 10 parce qu'il y a des jeux qui sont sortis sur Kickstarter cette semaine, des jeux ambitieux, des jeux très intéressants mais qui ne sont pas encore dans le top 10 ou qui ne seront peut-être jamais. Et donc plutôt que de vous rabâcher des choses sur des jeux qu'on voit depuis 1 ou 2 semaines, on va faire plus vite sur le top 10 et on va se concentrer sur ces nouveautés qui sont assez nombreuses. Voilà, le but étant de ne pas faire exploser le timing de l'émission. Allez, c'est parti. 10e place, et bien justement, c'est une nouveauté, c'est une entrée dans le top 10 de Kickstarter. C'est Transmissions Board Game, 2685 contributeurs, 105 000 €. Il reste une petite semaine avant la fin de la campagne. C'est un petit jeu de robot, avec un très joli robot, et pour cause, c'est tiré d'illustrations d'un illustrateur qui s'appelle Matt Dixon. Il me semble que c'est un Britannique, et ils en ont fait un jeu de plateau. C'est vrai que on peut même spécifier que pour Matt Dixon, il a aussi travaillé sur quelques illustrations pour Magic the Gathering. Et effectivement, là, c'est une collaboration avec le développeur, et c'est vrai qu'on reconnaît vraiment sa patte graphique. Alors, on pourrait peut-être lui reprocher d'avoir mis en avant, enfin recontextualisé des dessins qui étaient déjà préexistants. Il y a un lien sur son blog, sur la page Kickstarter, vous pouvez aller voir. Et en fait, il a utilisé certains de ces designs préexistants pour les mettre dans un monde de jeux de plateau. Après, je trouve que l'univers qui a été créé autour est assez intéressant. Donc, ce système de... On erre dans une décharge à la recherche de différents composants, et puis en fait, via ces composants, on va essayer de refabriquer les trucs. Il y a quelque chose de très nostalgique. Je pense que le jeu est assez familial d'ailleurs, hein, c'est marqué 10+, tout est fait pour, hein, les composants sont assez gros, très colorés. Vous avez un mini-jeu à côté du plateau d'ailleurs, vous pouvez raccorder des tuyaux, donc c'est un jeu à part, qui est connecté au jeu principal, mais vous avez une espèce d'évolution en tout cas à côté de votre plateau. Moi je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, comme le robot, ces fameux robots de Matt Dixon sont assez populaires, vous pouvez d'ailleurs acheter les figurines des robots à part. Voilà, ils sont pas inclus dans le jeu de base, ça vous pouvez les acheter en plus pour avoir des figurines au lieu des standees, mais vous pouvez n'acheter que les figurines, pas le jeu. Voilà, pour les collectionneurs. Ouais, on sent que vraiment cet auteur, c'est la valeur ajoutée de cette campagne. Oui, ça c'est sûr. 9e position, c'est également une entrée, c'est Hellboy, The Board Game Expansions and Dice Game. Alors Hellboy de Mike Mignola, hein, de l'auteur Mike Mignola, a fait l'objet d'un jeu de plateau, c'était l'année dernière il me semble, hein, ou il y a 2 ans à peine, je crois que c'était l'année dernière. Et donc il nous offre une extension, c'est l'éditeur Mantic Games qui fait ça, et accompagné aussi d'un jeu de dés. Alors moi je trouve que c'est un peu perturbant, j'avoue. Bon, le jeu en est à 2762 contributeurs, il va atteindre des 230 000 €, donc ça marche pas mal. Il est sur la fin de campagne, il reste une petite semaine. Donc vous avez une extension pour le jeu de plateau qui est sorti l'année dernière, avec des nouvelles créatures. Alors ça évidemment, Hellboy, c'est, comment dire, ça fait partie des univers, c'est un paradis pour les extensions, parce qu'il y a tellement de bestioles, tellement de sidekicks, tellement de personnages. Évidemment, il y a un gros héritage de la BD, hein, c'est une BD qui a vécu, donc il y a beaucoup de choses à en tirer. En plus, il y a une espèce de jeu de dés. Voilà, très sincèrement, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait une campagne 2 en 1 comme ça. Je trouve ça un peu bizarre, mais il y a peut-être une explication. Oui, c'est vrai que moi aussi ça m'a un peu perturbé, alors sachant qu'en plus il n'y a pas une extension, mais il y en a 3 ou 4, sachant qu'en plus ça va se débloquer en plus avec l'évolution de la campagne. Campagne qui ne sera qu'en anglais, même si le jeu avait été édité chez Edge l'année dernière, assez rapidement d'ailleurs après la campagne, ils avaient annoncé cette adaptation, donc je pense qu'il y a fort à parier qu'il en ira de même pour cette campagne, hein, à surveiller. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu confus. Ce 2 en 1, t'as un peu l'impression que... moi, c'est ce qui transparaît d'extérieur, c'est que ils avaient peur que les extensions à eux-mêmes ne suffisent pas, du coup ils ont proposé un petit jeu de dés en plus, mais ce qui est paradoxal, c'est que ce jeu de dés, alors arrête-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse l'acheter séparément. Non,
De toute façon, il y a qu'un pledge, hein. Il y a un pledge à 79 livres, et donc Je trouve que... on est obligé de prendre le jeu de dés avec les extensions. Et donc je trouve qu'effectivement, il y a un petit côté hold-up, hein, dans le truc, qui est pas forcément très agréable. En plus, les stretch goals, bah, tu vois, les stretch goals, quand t'es pas du tout intéressé par le jeu de dés, c'est un peu embêtant parce que t'as un stretch goal sur deux qui est pour le jeu de dés. Donc, est-ce que quand t'es juste intéressé par les extensions pour ton jeu de base, bah, ça t'intéresse pas. Enfin, quelque part, t'as l'impression de te faire voler un stretch goal sur deux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Après, puis c'est pareil, les gens qui veulent juste prendre qui sont intéressés par le jeu de cartes parce qu'ils veulent juste un petit jeu, pas prise de tête, etc. Ils peuvent pas, quoi. Donc je trouve ça un peu, je trouve que c'est des choix, on va dire, commerciaux, parce que là ce sont des choix commerciaux, de stratégie de campagne qui sont un peu étranges. Je suis d'accord. Surtout là, pareil, ne pas offrir la possibilité de racheter le jeu de base dans un des pledges, le fait, voilà. Je trouve que finalement, je suis un peu d'accord avec ton expression de hold-up. Pareil, si des extensions nous intéressent pas, on est obligé de tout prendre. Et ça, bah, un sujet qu'on aborde assez peu en fait dans l'émission, mais d'un point de vue écolo, je suis pas forcément convaincu de la pertinence de ce genre de système financier. Voilà. De produire des figurines en plus pour des gens qui n'ont pas forcément la nécessité, de rajouter un jeu de dés pour des gens qui n'y joueront jamais. Oui. Je trouve que ça fait c'est un peu ça fait beaucoup de gâchis de matières premières, hein. Je suis d'accord. Alors ça serait un grand débat, hein, sur la chaîne à lancer. Est-ce que le jeu de plateau est écologique? Spoiler alerte, non. Merde, bon bah fin d'émission, au revoir. Allez, 8ème position, on va passer plus vite parce que c'est du déjà vu, c'est Cellulose, 155 000 €, 2935 contributeurs, c'est sa dernière semaine de campagne. Le jeu de gestion de plantes. Et c'est marrant parce qu'il a marchouillé, et puis je sais pas, il y a eu un bouche à oreille, ou il y a une communication, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup il s'est mis à monter. Je pense que c'est parce que les gens sont coincés à domicile, du coup les parents ils prennent ça comme s'ils ont l'impression de faire des devoirs aux enfants. C'est ça. C'est les nostalgiques de Il était une fois la vie. C'est ça. 7ème place, c'est également sa dernière semaine, c'est Runes of Cyberroom for 5e, 314 000 €. Il vient de dépasser les 3000 contributeurs. C'est le jeu de rôle, le monde de Symbaroum, qui est adapté pour Donjons & Dragons 5e édition. On en a parlé. C'est édité par Free League, donc super éditeur suédois, de notamment Alien et Tales from the Loop. C'est un très gros succès. Il y a des chances qu'on le voit en français. On ne sait pas, parce qu'il y a Arkham Asylum, hein, qui traduit souvent les jeux de Free League, donc peut-être qu'on l'aura en français. À voir. 6ème position, c'est notre 3e entrée de la semaine dans ce top 10, c'est Hidden Leaders. C'est un jeu de cartes compétitif dans lequel nous allons incarner des héritiers d'un royaume qui vont se déchirer évidemment pour prendre la couronne, pour la succession. Il en est à 103 000 €, 5000 contributeurs, presque 5100 contributeurs. Il reste une bonne dizaine de jours avant la fin de cette campagne. Le jeu est traduit dans pas mal de langues, dont la France, parce qu'il va être parrainé par Matago, l'éditeur Matago. Toi, tu trouvais que ça ressemblait à un autre jeu qui est dans le top 10. Ressembler, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je trouve, à titre personnel, qui souffre un peu de la comparaison avec It's a Wonderful Kingdom, parce que voilà, on a ce côté affrontement assez nerveux, alors sachant que voilà, Hidden Leaders, on va pouvoir jouer jusqu'à 6, c'est pas exclusivement à deux, enfin, contrairement à l'autre jeu, c'est pas exclusif à 2 joueurs ou en solo, mais on retrouve un peu ce système de contrôle sur un plateau au centre, avec ce système de certaines cartes qui sont cachées, donc c'est très difficile de connaître les objectifs exacts de la personne en face, etc. Donc après, c'est un projet qui est tout à fait honorable, qui est pas très cher en plus, ouais. Qui a l'air de bien tourner. Mais c'est vrai que les deux projets en même temps, alors ça me donne tort parce que finalement le jeu s'en sort vraiment très bien. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur que les deux projets en même temps fassent un peu double. En même temps, moi je trouve que Kingdom a plus un aspect expert entre guillemets, même si c'est pas un jeu expert, mais il est un peu plus complexe que celui-là, Hidden Leaders, qui est, alors je me trompe peut-être, mais qui a l'air un petit peu plus frontal au niveau des règles, on va dire. Oui. Mais d'ailleurs, elles ont été revues parce que je crois que le projet avait d'abord été lancé en fin 2020. C'est un jeu qui a été annulé. Annulé, ouais. Et qu'ils ont repris avec, je crois qu'il y a eu une collaboration d'autres partenaires du milieu pour retravailler un petit peu la communication de ce projet. Parce que finalement, les deux projets sont pas diamétralement opposés. Sauf que celui-ci a l'air d'être parti sur des parties beaucoup plus nerveuses et beaucoup plus rapides, qui semblaient pas être le cas de son prédécesseur. En tout cas, moi je trouve que le jeu a l'air cool, ouais. Mais beaucoup de cartes. Beaucoup de personnages, l'aspect un peu cartoon est plutôt bien vu. Et puis je trouve que le
le concept est assez rigolo d'être des héritiers qui s'étripent pour la couronne en se faisant des petits coups d'enfoirés. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, quoi. 5e position, justement on en parlait, c'est It's a Wonderful Kingdom qui en est à 324 000 €. Il flirte avec les 5600 contributeurs. Ce sont les tout derniers jours de la campagne. Mais je me dis, moi, je sais pas ce que tu en penses, qu'ils auraient peut-être dû faire une campagne un peu plus longue parce que le jeu a très bonne presse. Il y a eu une espèce de petite hype autour et je sais pas si leur durée de campagne permet que finalement la mayonnaise prenne assez. Après, c'est vrai que c'était quelque chose qu'ils avaient déjà mis en place avec leur précédent jeu de ce Wonderful World pour finalement offrir une deuxième campagne par la suite. Je crois que c'était un petit peu leur optique commerciale, à savoir faire une campagne d'abord plutôt rapide, distribuer le jeu rapidement, parce que c'est aussi leur marque de fabrique, hein, c'est qu'ils sont très rapides pour livrer les jeux. Comme ça, les gens peuvent le tester, peuvent faire du bouche à oreille, il peut être proposé en boutique, et ensuite ils proposent une deuxième campagne un peu plus longue, avec un peu plus de contenu, mais au moins les joueurs savent ce qu'ils achètent. 4e position, c'est Grim Hollow The Monster Grimoire, 457 000 €. Quasiment, il flirte avec les 6000 contributeurs et il reste beaucoup de jours. Il reste plus de 15 jours avant la fin de la campagne, donc c'est un gros carton pour ce sourcebook de Dark Fantasy, compatible avec Donjons & Dragons, puis les... Non, c'est que Donjons & Dragons d'ailleurs, c'est Design for 5e. 3e position, Ouroboros, pareil, c'est une grosse campagne, 718 000 €. Bah, là, c'est vraiment un gros carton pour une campagne de jeu de rôle. Quasiment 7000 contributeurs, c'est pareil, on a vu qu'il y avait un gros designer de Blizzard, des jeux vidéo Blizzard, qui était aux commandes de cette campagne pour jeu de rôle papier. Donc il y a forcément il draine du public, il draine de la communication et puis la campagne a l'air assez chouette, hein, de toute façon ça semble assez mérité. 2e place, c'est Canva Reflection Expansion and Reprint. C'est la 3e fois qu'on évoque ce jeu. Campagne très longue, 450 000 €, plus de 11 000 contributeurs. Il reste 10 jours avant la fin de la campagne. Donc c'est un jeu avec des cartes transparentes où vous allez composer des tableaux. Très beau succès. Donc voilà, donc carton plein pour cette campagne. Nous vous rappelons que vous êtes bien sur la chaîne So Many Bits. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, activez la cloche pour avoir votre Kick Parade hebdomadaire dans votre petite boîte tous les vendredis et merci de nous suivre. On avait indiqué au début de l'émission qu'on passait un petit peu vite sur le top 10 où il n'y avait pas beaucoup de nouveautés pour faire un petit tour des jeux qui viennent de sortir sur Kickstarter cette semaine parce qu'il y a eu pas mal de jeux assez ambitieux et qui ne sont pas encore dans le top 10 et qui peut-être n'y seront jamais parce qu'il y a pas mal de ces jeux qui ont fait plutôt un démarrage assez décevant et on voulait quand même en parler. Voilà, ce sont plutôt des beaux projets. Je voulais commencer par un jeu de cartes qui s'appelle Lost Empires, donc c'est un jeu de deck building de science-fiction où vous allez incarner des factions et votre but est de construire une porte dimensionnelle pour faire venir votre peuple et vos armées. Très beau design, vraiment de la pure SF, de la hard SF on va dire. Il en est à 12 700 € et 350 petits contributeurs. Alors le jeu n'a que 24 heures, hein. Mais on est assez étonné, surtout que derrière il y a Colossal Game. Oui, puis c'est vrai qu'ils ont, on peut dire qu'ils ont fait leurs armes en financement participatif, hein, puisque l'un de leurs premiers jeux en plus c'est fait par ce biais-là, etc. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. À étudier, c'est vrai que d'habitude on se focalise beaucoup plus sur la recherche autour du top 10, mais c'est vrai que c'est le genre de campagne que j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé derrière, parce que en plus le prix d'entrée n'est pas excessif, les illustrations sont très jolies, il y avait du monde derrière, donc c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce qui a pu nuire à un tel projet. Autre nouveauté cette semaine, c'est Agents of Smirch Epic Edition. Là, c'est un jeu très ambitieux puisque vous allez incarner ni plus ni moins que des agents secrets et c'est un gros jeu narratif sur le monde de l'espionnage. Alors, l'espionnage façon James Bond. Là, on est vraiment complètement là-dedans. On va dire, c'est l'espionnage, on va dire un peu bigger than life, hein, pas le vrai espionnage, puisque rien que sur la couverture, vous avez une nana façon Kill Bill avec un katana, vous avez un grand méchant sur son fauteuil en cuir et puis un mec qui enlève un masque sur son visage. Donc, on est vraiment dans le James Bond, le Mission Impossible, enfin tout ça quoi. Et il en est à 84 000, 1000 contributeurs. Voilà. Bon, la campagne est assez longue, donc il va peut-être pouvoir augmenter, mais c'est vrai que c'est un démarrage un peu petit pour un jeu aussi gros quoi. Bah oui et non. Après c'est vrai que le problème
qu'on s'est qu'on a rencontré et que rencontre ces jeux ces dernières semaines, dans le top 10, c'est qu'il y avait aussi des gros jeux qui ont vampirisé le top 10 avec des campagnes extrêmement longues, avec des jeux qui sont très consistants avec un lot de fans. Donc forcément, ce genre de jeu, parce que finalement, 1000 contributeurs, pour un tel jeu, c'est pas mal, surtout en aussi peu de temps. Mais voilà, je trouve qu'il souffre un petit peu de ces mastodontes qui vont rester sur le podium. Après, je sais qu'il y avait eu pas mal de critiques sur notamment le prix d'entrée, qui est peut-être un peu cher. Autre nouveauté de la semaine que je trouve... bon, j'aime beaucoup la couverture en tout cas, je sais pas ce que vaut le jeu, c'est Station Fall. J'aime beaucoup le concept aussi. Vous incarnez des personnages dans une station spatiale qui est en train de dériver vers la Terre, qui va s'écraser sur la Terre, et donc finalement c'est la panique et c'est chacun pour sa peau. Ça se joue de 1 à 9 joueurs. Voilà, ce jeu il a quand même pas mal d'atouts quoi. Et c'est pareil, il a démarré un peu mollement, il en est à 680 contributeurs. Bon, après c'est vrai que l'éditeur derrière et les créateurs sont pas excessivement connus, donc ils ont fait que très peu de projets, c'était des petits projets. Et effectivement, là on sent le projet bien plus ambitieux, hein, avec des figurines, un pléthore de matériel, un système de jeu à base de négociation, ambiance, mais aussi de gestion qui est plutôt original. La communication est assez compliquée sur ces jeux un peu tiers, c'est pas des AAA, mais c'est pas des jeux indés, et du coup on est un peu entre les deux, et je peux comprendre que ce soit difficile de faire son trou sur Kickstarter en ce moment. Voilà, également ça vient de sortir, hein, c'est Judgment Eternal Champions. Alors là on est dans du pur jeu d'arène, 172 000 € et 679 contributeurs, beaucoup de jours encore, hein. C'est un jeu, c'est une campagne à 30 jours. Hein. On va pas dire que c'est mal barré, parce que bon voilà, ça serait, il reste 20 jours de campagne, mais on va pas dire que c'est non plus un démarrage de ouf pour ce jeu d'arène avec un figurine, plateau, enfin tout le toin-toin quoi. Alors peut-être que Super Fantasy Brawl, l'extension de Super Fantasy Brawl et la réédition du jeu de base leur a peut-être coupé un peu l'herbe sous le pied. Oui, puis je pense t'as aussi le dernier monolithe, hein, Ragnarok, qui a un design avec un plateau qui ressemble un petit peu. Moi, c'est vrai que finalement c'est un jeu d'arène, et effectivement ta comparaison fonctionne beaucoup mieux, mais c'est vrai que tout de suite moi j'ai pensé au jeu de Monolith de la semaine dernière. Mais après c'est vrai que le projet a l'air ambitieux, les figurines sont jolies, le matériel a l'air quand même de qualité, mais c'est un premier projet, et puis ils ont quand même réussi à financer leur jeu, donc j'espère que ces 30 jours parviendront à transformer les scènes. On va passer à un jeu français, c'est un jeu très ambitieux qui s'appelle Cyber Odyssey. Donc vous êtes, c'est du cyberpunk hein, évidemment, vous êtes dans une grande ville du futur et vous devez recruter une équipe pour mener des enquêtes. Donc vous allez pouvoir trouver des indices, mais il va se passer plein de choses, vous allez pouvoir vous déplacer de quartier en quartier, vous avez plusieurs petits plateaux qui représentent chacun leur quartier, et chacun des quartiers vous avez des actions indépendantes. Vous pouvez acheter des armes, vous pouvez acheter des véhicules, vous avez des cartes événements qui arrivent tous les jours, vous avez des combats, vous pouvez mettre des implants, vous pouvez recruter des gens, enfin il y a énormément de choses, c'est très ambitieux, et le jeu c'est pareil, 311 contributeurs en 24 heures. Alors le palier est de 40 000 €, alors très sincèrement j'y crois pas une seconde, mais bon, il en est à 26 000 €, 311 contributeurs. Par contre là ce qui est un peu plus embêtant, c'est que la campagne est beaucoup plus courte, il reste 10 jours, et je suis pas persuadé qu'ils vont y arriver, c'est dommage, parce que c'est dommage. Moi très sincèrement, je me tâte pour le pledger, parce que ça a l'air vraiment cool quoi. Mais c'est un peu le problème avec ce genre de camp, avec ces départs un peu ratés, parce que des gens qui pourraient être convaincus par l'idée finalement se retrouvent hésitants, se disant bah oui, mais j'ai peur que finalement je me retrouve avec un jeu qui soit moins bien, que on nous le vende sur le papier, mais que finalement ce palier à atteindre qui est un peu fictif et qui est plus là pour dire que le jeu a été financé en 48 heures ou en 24 heures. Voilà. Et donc du coup, un peu l'impression qu'après c'est un cercle vicieux quoi. Plus le démarrage galère, moins les joueurs sont prêts à franchir le cap. Et bah oui, parce que tu te dis je vais mettre ma thune, bon même si t'es remboursé par Kickstarter si le jeu n'atteint pas son palier, mais justement c'est ça toute la perversion, c'est que évidemment ils mettent des paliers bas pour atteindre le palier et prendre la thune, hein, pour parler franchement, hein. C'est sûr qu'avec 40 000 €, je suis pas sûr que tu fasses un jeu de ouf vu l'ambition quoi. Voilà, je sais pas, c'est une vraie question à leur poser, hein. Peut-être que ils ont d'autres financements pour faire le jeu qu'ils voulaient, même s'ils ont on va dire s'ils rapportent moins d'argent que prévu sur Kickstarter, je n'en sais rien, je
ne m'avance pas là-dessus. Mais pour un jeu aussi ambitieux, il y a de la figurine, il y a plein de plateaux, il y a plein de cartes, il y a plein de petits éléments, plein de tokens, plein de trucs. Pour l'instant, ça me paraît très justo. Voilà. Et c'est dommage, je le déplore parce que le jeu a l'air vraiment cool et je pense qu'on le verra jamais dans le top 10. Allez, on continue avec les nouveautés de la semaine. On vous avait dit qu'il y avait beaucoup de nouveautés cette semaine, donc on y va. My Father's Work, concept ultra cool. Ouais. Vous êtes une famille d'inventeurs, on va dire dans l'ère victorienne, on est un peu dans l'horreur gothique à la Frankenstein, et vous allez incarner des inventeurs sur plusieurs générations. Vous allez incarner une génération qui va essayer de transmettre les découvertes, l'héritage à la prochaine génération. Vous allez changer de personnage au fur et à mesure et vous n'allez pas pouvoir tout sauvegarder d'une génération à l'autre. Et je trouve ce concept absolument merveilleux. Sans compter que le décorum est plutôt original. C'est vrai que finalement, cet univers un peu gothique, qui fait très Hammer dans l'idée, il n'est pas tant exploité que ça dans l'univers du jeu de plateau. Et je trouve que transformer ça, plus le concept de Legacy qui s'ajoute derrière, c'est plutôt original. Sachant que, en plus, voilà, c'est un jeu sur lequel on va être transparent. On a hésité à le mettre dans le top 10 parce que on se retrouve avec ces nouvelles campagnes divisées entre, d'un côté, la page Kickstarter pour le projet, on va dire, anglais. Et ensuite, il y a un projet français, mais c'est par le biais de précommande sur le site de la personne qui va localiser le projet. Donc il y a les adresses, hein, si vous allez dans la FAQ du projet. Mais voilà, si vous voulez le jeu en français, il ne faut pas backer sur Kickstarter, il faut backer sur l'autre. Et donc du coup, c'est fait que ça divise le nombre de pledgers déjà en deux. Donc c'est très difficile de se rendre compte des chiffres. Est-ce qu'on doit vous parler des chiffres de Kickstarter exclusivement, ou alors est-ce que tout ce qui va accompagner derrière fonctionne aussi? Ça me rappelle le jeu Abomination qui n'est jamais sorti en français malheureusement, où tu devais créer Frankenstein. Tu devais déterrer des corps et voler des corps à l'université londonienne pour créer de Frankenstein. C'est très bon jeu. Voilà, je crois qu'on a fini, on a fait le tour des nouveautés. On va finir sur le numéro 1 de Kickstarter quand même, mais il n'y a pas vraiment de surprise, hein, c'est Marvel United X-Men, 2 563 000 €, 16 656 contributeurs, ce sont les tout derniers jours de la campagne, donc ils vont atteindre les 3 millions, ça ne fait aucun doute, plus le pledge manager, blablabla. C'est un véritable triomphe pour Marvel United. Force est de constater que le jeu a de nombreux fans, même au-delà de la licence. Le jeu semble plaire. Oui, sachant que, après, c'est ce qui est assez fou, c'est les épaules en acier qu'on peut avoir, Cool Mini or Not, qui ont quand même été, il n'y a pas si longtemps que ça, au cœur des scandales autour des taxes, etc. S'il y en a pour beaucoup plus d'un éditeur, ça aurait été un peu le coup de grâce. Et là, coup sur coup, ils nous sortent leur nouvelle campagne de Zombicide, leur nouvelle campagne de Marvel United, et c'est des cartons. Donc ça montre que les mecs ont des reins solides, mais, et là on en revient encore à une fois à la question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de financement participatif sur Kickstarter? Je ne sais pas, parce que si on est capable de survivre à ça, est-ce que finalement on a besoin de passer par ce style de campagne? La question reste, se pose. En même temps, Cool Mini or Not et Kickstarter... C'est quand même depuis longtemps un duo gagnant, oui, tout à fait. Ouais. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis pour ce top 10 de Kickstarter, plus les nouveautés de la semaine. Ça nous semblait plus intéressant que de vous rabâcher des choses sur les mêmes jeux qu'on avait vus une ou deux fois. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Merci de nous suivre. Juan, bonne fin de semaine à toi. Eh bien merci, et puis salut à toutes et à tous. À la semaine pro. Ciao.